Clara, bonsoir à toutes et tous. On est heureuse de vous retrouver ce soir et d'accueillir pour cette deuxième édition des Rendez-vous de l'Écho Julie Anquet, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous ce soir, ainsi que Frédéric Gabin. Donc, Julie Anquet est coordinatrice du programme de réussite éducative du Centre communal d'action sociale de Bagnolet. Et Frédéric Gabin est conseiller municipal chargé de la vie scolaire. Et donc, nous sommes réunis ce soir. Ils nous font le plaisir d'être là pour parler éducation. Et du coup, ce webinaire va se dérouler en trois parties. D'abord, Frédéric va commencer par nous présenter où on en est de la politique éducative à Bagnolet. Puis, on fera un focus un peu plus particulier avec Julie Anquet sur le dispositif de réussite éducative qu'elle coordonne. Voilà, donc sans tarder, je passe la parole tout de suite à Frédéric. Merci Delphine, vous m'entendez? Ouais, merci Clara, bonsoir Julie Anquet, bonsoir tout le monde. Merci à Bagnolet en commun de l'invitation à ce webinaire ouvert aux citoyennes et aux citoyens de Bagnolet. Bienvenue si vous êtes sur Zoom et sur Facebook. Alors, comme c'est le premier webinaire sur ce sujet, le deuxième webinaire de BECO, je me présente, je m'appelle Frédéric Gabin, je suis élu conseiller municipal depuis l'année dernière, chargé de la vie scolaire. Je suis membre de la majorité dans le groupe Bagnolet en commun. C'est la première fois que je suis élu. Je suis bagnoltais depuis toujours. Je suis un ancien élève de l'école Jules Ferry, maternelle élémentaire, de l'école Vallon, et puis du collège Politzer à l'époque où il était sur la partie sud du parc du château de l'Étang. Et puis, j'ai aussi plusieurs enfants et je suis parent d'élèves encore à Fromont et à PVC. Et j'ai deux grands-enfants qui ont fini leur scolarité du premier degré. Donc ça, c'était un petit point sur moi. Alors, pour situer le contexte, parce qu'effectivement, c'est le premier point qu'on fait sur l'éduc, on revient sur les engagements qu'avaient été pris, les principaux engagements lors des élections municipales 2020. Je crois qu'il faut essayer de ne pas oublier ce qui a été dit et les engagements qu'on a pris. Le premier, c'est de lutter contre le décrochage scolaire et développer l'accès au numérique des familles en vue de la rentrée. Le deuxième, c'est d'améliorer la restauration scolaire en renforçant la place du bio, de la saisonnalité, des circuits courts et en offrant l'alternative végétarienne. Le troisième, c'est de poursuivre le grand plan de rénovation des écoles et de créer une nouvelle école en centre-ville. Et le quatrième, alors c'est dans les grands points, soumettre les grandes décisions municipales au référendum local, comme pour le choix de l'emplacement du futur collège Travail Langevin. Voilà, ce sont des engagements parmi tous les engagements qu'a pris la nouvelle municipalité au cours de ces élections. Alors avec le maire, l'ensemble des élus de la majorité municipale, on a placé le mandat sous quelques grandes priorités dont l'éducation fait partie. Alors avec le travail que l'on fait en tant qu'élu dans l'équipe, plus particulièrement avec Édouard Desnoël qui est maire adjoint à l'éducation, qui est présent ce soir avec nous. Donc on s'occupe d'éducation, de vie scolaire et on a souhaité agir, on a défini des orientations collectivement avec l'équipe. La première, c'est que l'éducation, c'est la priorité pour la réussite scolaire et l'épanouissement de tous les élèves, j'insiste bien, tous les élèves de Bagnolet, et l'ouverture de perspectives à toute la population, c'est-à-dire offrir des perspectives et l'épanouissement et la réussite scolaire aux enfants, c'est ouvrir des perspectives à toute la population. L'outil au fondement et au centre de cet objectif, c'est l'école publique. Elle est le lieu de formation des futurs citoyens qui, eux, seront les acteurs des transformations sociales et des transformations écologiques à venir. On doit donc la soutenir, la développer, la promouvoir. La compétition et l'évitement scolaire seront combattus. Et il s'agit pour ça d'améliorer les équipements scolaires, améliorer les contenus éducatifs dans la mesure de nos moyens et en faisant par principe respecter la carte scolaire, on reviendra sur le sujet. Et puis finalement, les nombreuses ressources du territoire. Donc on a beaucoup de ressources éducatives complémentaires de l'école devront toutes contribuer à cette politique éducative, c'est-à-dire d'essayer de faire traverser toute l'action municipale au prisme de possibles actions éducatives, par exemple la culture à destination des écoles, etc. Donc, ces orientations, on ne peut les mettre en œuvre sur le terrain que par la coopération et le travail d'équipe de tous les acteurs de l'éducation. Donc,
l'enjeu, c'est de pouvoir mettre en place ce travail d'équipe le plus vite possible. On a voulu le faire dès la rentrée, malgré les conditions de rencontrer le maximum de partenaires, et en particulier l'éducation nationale. On a, je trouve, un dialogue fréquent de bonne qualité entre les élus, les services de la ville et ceux de l'éducation nationale. Et ça me semble fonctionner plutôt pas mal depuis la rentrée. Alors, pour rappel des données sur la ville, on a 3500 élèves, c'est à peu près, hein, dans les écoles publiques dans le premier degré à Bagnolet. On a 1500 élèves sur 10 écoles maternelles et 2000 élèves sur 9 écoles élémentaires. Bon, ceci posé, moi, il faut que j'évoque la crise sanitaire mondiale. Hein, c'est quand même l'éléphant au milieu de la pièce, et ses conséquences. C'est-à-dire que ça n'était évidemment pas prévu avant de s'engager pour la municipalité que le monde soit impacté par cette crise sanitaire. La pandémie en France, elle a tué plus de 100 000 personnes. J'ai entendu dire une des personnes qui est membre d'une association d'usagers de l'hôpital que ça représente 400 000 personnes touchées de près ou de loin par un deuil. Et en plus de ça, les mesures pour réduire la circulation du virus ont des impacts socio-économiques importants. Les élèves sont évidemment touchés. Donc la crise, elle rend la situation actuelle extrêmement difficile dans le fonctionnement des écoles, des collèges et des lycées. On a eu des ruptures pédagogiques qui ont été longues et nombreuses depuis le confinement de l'année dernière. Et actuellement, la troisième vague a rendu impossible l'objectif de garder les écoles ouvertes. Il a fallu se rendre à l'évidence que, et enfin, le gouvernement s'est rendu à l'évidence que c'était impossible et qu'il a fallu fermer les écoles pendant 3 semaines, dont les 2 semaines de vacances. Alors, depuis la rentrée jusqu'au mois d'avril, nous avions les services avaient pu maintenir le personnel nécessaire à un fonctionnement normal pour le temps scolaire et périscolaire. Donc, le périscolaire, c'est l'accueil du matin, la restauration, l'accueil du soir et l'étude, qui est de la responsabilité de la ville, et l'application stricte des protocoles sanitaires, c'est-à-dire qu'on était dans un mode dégradé, mais finalement, les écoles, quand elles étaient ouvertes, elles ont fonctionné normalement. Ça a pu être fait parce que les services étaient extrêmement engagés, les personnels très agiles, parce qu'on leur a demandé d'être très souples sur leur mission et leur affectation, et évidemment des décisions qui ont été prises de renforcer les équipes par de nombreux recrutements. Mais depuis le début du mois d'avril, avec la troisième vague, on était au bout de ce qui a pu être fait au niveau des personnels d'ATSEM, d'animation, des personnels d'entretien. Et il en manquait beaucoup à l'appel, malheureusement, à cause du Covid, hein, des gens qui ont été parmi les personnels, des gens qui ont été gravement atteints du Covid, et évidemment aux cas contacts qui doivent s'isoler. Mais aussi, par exemple, cette semaine, les collèges et les lycées sont encore fermés, et par conséquent, certains personnels de la ville sont obligés de garder leurs enfants qui sont au collège, par exemple, à la maison, et ne peuvent pas être là sur le terrain. Donc, les 3 semaines de fermeture, elles ont ralenti la circulation du virus, mais depuis la rentrée lundi dernier, il y a encore des difficultés pour retrouver un fonctionnement normal. Donc là, vraiment, on est dans l'actualité. On a l'espoir que le pic de cette troisième vague soit maintenant franchi. Hein. Ça semble être le cas d'après les statistiques, mais c'est difficile de faire des prédictions. En tout cas, le gouvernement a l'air d'être optimiste vu le plan de déconfinement qui est annoncé. Et donc, on espère qu'on puisse retrouver un fonctionnement du service public de l'éducation normal assez rapidement. Alors, ceci dit, malgré le contexte et malgré ces difficultés, depuis le début de la rentrée scolaire, on a mené à bien un projet expérimental de petit déjeuner, par exemple, dans plusieurs écoles, dans 5 écoles. Alors, plus globalement, on a une politique de l'alimentation qui se veut innovante. Donc, ce projet expérimental éducatif de petit déjeuner a été mis en place et il sera étendu à toutes les écoles de la ville en 2021. Donc, cette année, on est en train de discuter des périodes, mais a priori en juin et à l'automne, toutes les écoles de la ville seront couvertes par ce dispositif en partenariat avec l'Éducation nationale. La semaine prochaine commencera l'expérimentation de l'option végétarienne quotidienne dans 5 écoles et centres de loisirs de la ville jusqu'en juin, ce qui nous permettra d'avoir des retours et de faire la mise en place de ce dispositif à la rentrée de septembre dans toutes les écoles de la ville. On a aussi travaillé, puisque l'État, dans le cadre du
de la relance, du plan de relance, répondu à des appels à projets avec l'aide de l'Éducation nationale pour ce qui est du bâti, du patrimoine bâti, donc des bâtiments des écoles, et pour les équipements numériques dans les écoles élémentaires, par exemple pour accélérer les équipements, les renouvellements des vidéoprojecteurs interactifs et l'installation d'un environnement numérique dans toutes les écoles, ce qui permet d'améliorer le lien avec les familles. C'est des outils qu'on utilise souvent dans les collèges et qu'on souhaite maintenant déployer dans les écoles élémentaires. On a aussi évidemment lancé le soutien aux projets éducatifs et les projets d'école par la Caisse des écoles qui est un dispositif soutenu par la ville avec une subvention de 200 000 € tous les ans, qui a plusieurs missions, entre autres de soutenir les projets éducatifs qui sont portés par les enseignants dans chaque école. Et il y a de nombreux projets dans toutes les écoles de la ville qui sont subventionnés par la Caisse des écoles, des projets éducatifs. La Caisse des écoles, elle permet aussi de faire partir des classes en classes transplantées. Et malgré les difficultés, on a réussi à faire partir plusieurs classes de neige en toute sécurité malgré la situation sanitaire, juste avant que l'Éducation nationale décide de suspendre tous les départs de classes transplantées. Une action qui a démarré depuis peu et qui est en cours jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est une action de sensibilisation à la sécurité aux abords des écoles. Souvent, on voit pas mal de... Enfin voilà, la circulation est problématique à l'entrée des écoles le matin et à la sortie des écoles le soir. On fait une action de sensibilisation avec un volet dans toutes les écoles où on va d'abord communiquer auprès des parents en les encourageant à utiliser des circulations douces ou au moins de respecter le code de la route, c'est-à-dire de ne pas se garer, de s'arrêter devant l'école, ce qui est interdit par Vigipirate, et ensuite d'envoyer les agents de sécurité de la voie publique pour encore faire de la sensibilisation et s'il le faut, de la répression. Voilà, dans les projets structurants qui en particulier répondent aux enjeux de démographie scolaire et pour améliorer les conditions d'enseignement, il y a la reconstruction de l'école Pêche d'Or qui est prévue pour une livraison et qu'elle soit ouverte à la rentrée 2023. La concertation qui a commencé il y a longtemps, en 2015, en fait, s'est terminée cette semaine par une réunion publique et le projet est consultable sur le site web de la ville. Il s'agit de reconstruire l'école Pêche d'Or, d'y ajouter une crèche de 30 berceaux, un centre de loisirs et de positionner la bergerie des Malassis sur la même surface de 1500 m², accolée à l'école, et d'y ajouter un nouvel espace vert de 1000 m². Cette opération se fera sur la parcelle existante en plusieurs fois. Donc la bergerie va se déplacer 2 fois et le projet, donc l'école devrait ouvrir en 2023 pour accueillir 10 classes au lieu de 5 actuellement. Sachant qu'il y a eu pas mal de naissances, même en 2020, dans le quartier, dans le secteur, c'est très important qu'on ait cet équipement au plus vite. Le budget total pour cette opération, c'est 14 millions, ce qui montre l'engagement de ces investissements de la municipalité. Il y a aussi la reconstruction du collège Travail Langevin par le conseil départemental. Alors ça, c'est évidemment le conseil départemental qui reconstruit, mais c'est la ville qui choisit le site. Suite à l'engagement qu'on a pris pendant la campagne, il y aura une consultation a priori début juillet. Le comité de pilotage travaille encore. Les conclusions ne sont pas encore établies. Le comité de pilotage sont les élus, les services, mais aussi les parents d'élèves, les enseignants, etc., et les usagers des équipements sportifs et des représentants de conseils de quartier. Puis viendront plus tard la reconstruction des écoles Paul Langevin, la réhabilitation de Jules Ferry, la construction d'une nouvelle école élémentaire en centre-ville pour laquelle un budget est prévu cette année pour l'acquisition du foncier en centre-ville. Par ailleurs, on prévoit d'organiser les rencontres de l'école inclusive en juin. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, soit en juin, soit à la rentrée, selon les conditions sanitaires. Ça a été à l'initiative de parents représentants de la FCPE. Ça sera organisé par l'Éducation nationale en lien avec la mission handicap de la ville. Le dossier il est plus particulièrement suivi par ma collègue élue Brigitte Delaperelle, qui est chargée du handicap et de l'accès au droit et qui, je crois, est parmi nous ce soir. Par ailleurs, donc dans le dernier budget qui a été voté au conseil municipal, on inclut ces éléments de programmation. On a un budget important pour les travaux dans les écoles, 556 000 €.
et pour lequel un plan pluriannuel d'investissement est en préparation pour avoir de la visibilité. Le maintien de la subvention de la Caisse des écoles à 200 000 €, j'en ai déjà parlé. On a aussi un plan de communication qui est en cours d'élaboration pour la promotion de l'école publique, avec un guide des écoles à l'attention des parents d'élèves. Donc ça, c'est en cours de travail. Un plan d'action concernant la prévention santé à l'école qui est aussi en cours d'élaboration. Je voudrais dire un mot sur la carte scolaire. Je pense que vous connaissez le principe, il est plutôt simple. On a une adresse qui correspond à une affectation dans une école maternelle ou une école élémentaire. C'est la ville qui est responsable des inscriptions scolaires en élémentaire et en maternelle. L'élaboration de la carte et son respect, ça garantit que les élèves puissent aller dans l'établissement de leur secteur. Souvent, c'est l'école la plus proche, ce qui permet des circulations plus douces et sécurisées. On n'est pas obligé de prendre la voiture pour traverser l'école. On peut y aller à pied ou à vélo. Ça permet la mixité sociale et la continuité entre les camarades du quartier et ceux de l'école. Alors, des dérogations sont possibles. Les inscriptions se sont terminées le 29 mars dernier. Il y a eu des dérogations. Elles sont courantes pour le regroupement de fratries. Donc, si vous avez deux ou plus enfants qui sont dans des écoles différentes, vous pouvez les regrouper dans une école. Plus rarement, les dérogations sont accordées pour d'autres motifs, toujours dans l'intérêt de l'élève. Et elles sont décidées de façon collégiale avec les élus et l'éducation nationale. Voilà, par ailleurs, bon, pour finir, je vous rappelle que le gouvernement a fixé la lutte contre le décrochage scolaire comme une priorité nationale et un enjeu dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Alors, c'est évidemment un objectif local aussi. Notre territoire est un territoire où le décrochage scolaire est d'une importance est relativement important. Et donc, c'est essentiel, ça devient un enjeu humain, social et économique. Et le dispositif dont Julie Anquet va nous parler, qui est le programme de réussite éducatif, ne manque pas de demandes et de sollicitations. Donc, on a besoin, en particulier avec la crise sociale et économique qui s'annonce, de ce dispositif. On ne veut pas que les difficultés s'installent durablement. Il faut donner les moyens d'identifier rapidement les élèves présentant des risques de décrochage, d'y répondre tout aussi rapidement. Le PRE, c'est un dispositif de partenariat aussi. Ça vient illustrer ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'action de la municipalité ne peut pas se faire toute seule. Elle se fait avec des partenariats. Elle a évidemment une équipe qui est... Alors, c'est l'engagement de l'État et de la commune. L'équipe, elle est engagée, compétente. Elle a le soutien indéfectible du maire et de la municipalité. Je voulais le répéter avant que Julie prenne la parole. Mais voilà, je conclus là-dessus et je vous remercie de votre attention et je passe la main à Julie Anque. Bonsoir à toutes et tous. Merci Frédéric voilà, pour ce soutien indéfectible de la municipalité. Voilà, l'idée, c'était de vous présenter un peu le programme de réussite éducative qui est assez peu connu, puisqu'il y a environ 530 programmes de réussite éducative dans toute la France. C'est un dispositif issu du plan de cohésion sociale de 2005 et qui s'adresse aux enfants pour lesquels on a repéré des fragilités dans leur développement et principalement dans tout ce qui touche au scolaire. Les fragilités, c'est quelque chose d'un petit peu difficile à définir. Du coup, le programme de réussite éducative a pour vocation à identifier de manière un peu globale l'ensemble des difficultés de l'enfant et de la famille afin d'y trouver un certain nombre de réponses. Et je rejoins Frédéric sur la question du partenariat, puisqu'on ne travaille pas tout seul et c'est le fondement même du programme de réussite éducative, c'est de construire un parcours, et je vais y revenir un petit peu plus tard, mais de construire un parcours consistant
concertée avec tous les partenaires qui peuvent intervenir auprès de l'enfant et de la famille, chacun dans son champ de compétences, de manière à avoir une approche très globale et pas simplement scolaire, sociale, culturelle, voilà, d'identifier un petit peu toutes les ressources qui pourraient accompagner l'enfant dans son développement, dans comment je vais dire ça, son évolution vers le citoyen qu'il sera plus tard et vers la réussite, pas seulement scolaire, mais personnelle et individuelle de l'enfant. Donc à Bagnolet, nous sommes une équipe une coordinatrice, 2 référents de parcours, une psychologue à temps partiel. On reçoit des demandes qui sont effectivement en nette augmentation et le confinement, la période actuelle que l'on vit renforce les difficultés scolaires et familiales. Faut être, voilà. Donc on est de plus en plus sollicité. Toutes les familles de Bagnolet et tous les enfants de Bagnolet sont concernés et peuvent avoir accès au programme de réussite éducative qui, au départ, est plutôt destiné aux enfants vivant dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, en tout cas les quartiers qu'on va dire voilà, peut-être moins favorisés, même si j'aime pas ce terme. Mais à Bagnolet, il y a une volonté que l'ensemble des familles puissent accéder à ce dispositif d'accompagnement. Voilà. Les principaux motifs d'orientation sont effectivement des difficultés d'ordre scolaire, hein, puisque c'est quand même ça le champ principal de notre action. Mais pas, je vais dire, pas de difficultés en maths ou en français. Voilà, pour le dire très simplement, on accompagne plutôt des enfants qui ont des difficultés dans leur mobilisation dans leur scolarité, des difficultés dans le comportement, des difficultés à trouver du sens à la scolarité, qui fait que voilà, ils se mettent un petit peu quelquefois à la marge, et nous, on est là pour les accompagner. On accompagne aussi des familles qui ne savent pas se saisir des ressources du territoire, ne connaissent pas, n'ont pas forcément les codes. Et dans ce cas, elles peuvent aussi nous solliciter et nous, on pourra les accompagner vers les bonnes personnes, les bons relais, les bonnes ressources sur le territoire, qu'elles soient institutionnelles, associatives, dans tous les domaines. Alors, quand je dis dans tous les domaines, on a 4 champs d'action principaux, enfin 4 volets sur lesquels on peut, comment je vais dire ça, on peut activer des leviers. Ça va être évidemment le champ de la scolarité, où on va beaucoup travailler avec l'éducation nationale évidemment et les centres sociaux et les associations qui peuvent proposer de l'accompagnement à la scolarité. Sur le soutien à la parentalité, voilà, où on va proposer des actions, je les déclinerai rapidement tout à l'heure. On va faire de l'accompagnement quelquefois. Voilà, c'est pas toujours facile d'avoir un ado, de communiquer avec son ado, donc de donner quelques pistes ou quelques idées, ça aide. Sur le champ du social, où on va travailler énormément avec le service social pour faciliter l'accès aux droits, par exemple. Toutes les familles ne connaissent pas leurs droits et donc on va aussi activer ces leviers-là qui ont également une incidence sur le développement de l'enfant, la scolarité de l'enfant. Voilà. Plus les conditions sont réunies et mieux l'enfant se développe. Le champ, évidemment, l'ouverture culturelle, le loisir qu'on n'oublie pas, même si en ce moment, effectivement, c'est très compliqué, mais voilà, l'accès à la culture, à la musique, au loisir, au sport, c'est fondamental dans la construction de l'enfant et dans l'être en devenir qu'il est. Donc, voilà, on est là aussi pour ça. Et puis, un volet très important, surtout en ce moment, qui est le volet de la santé, l'accès aux soins.
la santé mentale particulièrement. Je vous l'ai dit, on a une psychologue qui travaille avec nous et qui propose du soutien psychologique qui est important, hein, puisque voilà, on a affaire à des parents qui quelquefois ont besoin d'accompagnement, des enfants qui ont besoin d'un espace de parole, que ça soit Bagnolet ou ailleurs. Tout ce qui va être CMP, CMPP, orthophoniste, psychomotricité, les délais de prise en charge sont souvent très très longs. Du coup, on essaye, nous, de pallier un petit peu et d'offrir une passerelle entre le besoin immédiat et la ressource qui sera disponible dans quelques mois. Voilà, en tout cas, les 4 volets sur lesquels on interagit. On ne fait pas tout seul, on n'est pas des spécialistes dans chacun de ces domaines. Donc, on construit ce qu'on appelle des parcours individualisés avec l'ensemble des partenaires. On élabore avec la famille et les partenaires un diagnostic sur la situation globale de l'enfant et de la famille. Et ensuite, on mobilise chacune des ressources, chacun des partenaires avec des objectifs bien précis pour chacun. Et le référent de parcours, lui, coordonne l'action de l'ensemble des partenaires. Voilà. Je peux peut-être vous donner un petit exemple voilà, d'un jeune de 14 ans scolarisé dans un collège, victime de harcèlement. Ce qui arrive de plus en plus fréquemment, hein, c'est une problématique importante. Et donc, ce jeune voilà, va mal. Les parents sont un peu démunis, les relations avec la famille peuvent être un peu conflictuelles et ça se ressent aussi dans la scolarité de l'enfant, du jeune qui voilà, ne s'implique plus dans sa scolarité et ne voit plus trop de sens ni d'issue à la fin de la 3e. Du coup, notre action à nous, ça va être déjà de faire le lien avec le collège et de voir avec l'établissement comment la problématique de harcèlement a été prise en considération, si elle l'a été. Il arrive quelquefois que les enfants ne disent rien. Donc, nous, on va avoir ce rôle-là un petit peu de médiation avec l'école pour voir ce qui a été fait et ce qui peut encore être fait. On va proposer un soutien psychologique à cet enfant et éventuellement, si la problématique est grave, parce que c'est quand même quelque chose d'assez grave, l'orienter de manière un peu plus urgente vers le CMP. Voilà, on peut quelquefois avoir cette action-là. On va proposer par exemple des choses qu'on met en place qui sont des ateliers sur, alors ce n'est pas un gros mot, mais ce sont les compétences psychosociales. Très simplement, c'est comment on aborde l'estime de soi, la gestion des émotions, comment on se situe dans un conflit, comment on interagit avec les autres en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on connaît. Donc, on peut proposer ça à cet enfant, particulièrement sur la question d'estime de soi et de gestion des émotions. Et puis, on peut également proposer à la famille un groupe de parole sur la communication bienveillante avec son enfant. Non pas que les parents ne soient pas bienveillants, mais quelquefois, on a des modes de communication avec nos adolescents qui génèrent des conflits. Et si on les abordait autrement, il n'y aurait pas de conflit. Donc, c'est un peu de technique, on va dire, de communication, mais on pourrait tout à fait proposer ça aux familles. Voilà, et puis faire tout un travail avec le jeune sur sa scolarité, sa remobilisation scolaire, qu'est-ce qu'il a envie de faire plus tard, comment on peut l'accompagner dans ses choix d'orientation, s'il n'en a pas, comment on peut mobiliser les psychologues du collège, éventuellement lui proposer des stages. Voilà, c'est vraiment très individualisé au cas par cas. On va essayer de trouver quelque chose qui correspond bien. Voilà pour un premier exemple. Je surveille un peu l'heure.
c'est pour un deuxième, par exemple, pour un enfant d'école primaire qui aurait des difficultés de concentration, qui aurait du mal à, à s'inscrire dans les apprentissages parce qu'il manque un peu de vocabulaire, la maman est seule, il y a 3 enfants, des difficultés familiales et sociales pour lesquelles la maman n'a jamais sollicité personne. Dans ce cas, pareil, on va travailler en étroite collaboration avec l'école et peut-être identifier ce que l'école peut proposer, puisqu'il y a aussi des ressources en interne à l'école, si elles n'ont pas été proposées, que ça soit le cas. Sinon, nous, on va accompagner vers du soutien scolaire, peut-être orienter madame, en tout cas de l'accompagner. Voilà, pour vous donner un exemple, moi je prends moi-même les rendez-vous quelquefois pour les familles, avec les familles en face de moi dans mon bureau, ça les rassure. Peut-être voilà, prendre un rendez-vous avec le service social, travailler tout ce qui va être de l'ordre de l'épanouissement de l'enfant à travers le culturel, le loisir, les activités, le sport, pour lui permettre aussi voilà, de s'épanouir dans quelque chose, de développer aussi son vocabulaire. Et puis, quand même, sur la question de la santé, faciliter la réalisation d'un bilan pour vérifier s'il n'y a pas une problématique d'ordre dyspraxie, dysgraphie, voilà, tout ce qui est trouble 10. Et dans ce cas, on va ensuite jusqu'à constituer avec la famille un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour de l'aide financière, pour une aide à l'école, par exemple. Voilà. Voilà pour les exemples de 2 situations un petit peu, je ne vais pas dire classiques, mais qu'on retrouve quand même assez régulièrement. Voilà. Et dans les 2 cas, évidemment, on construit ça avec l'école, avec les services de santé, avec les associations, les ressources du territoire. Voilà. Donc, pour résumer, en fait, hein, l'action du PRE, c'est vraiment une action très individualisée, très ciblée sur les difficultés. Mais moi, j'aime à dire qu'on travaille aussi à partir des ressources et des compétences de la famille. C'est-à-dire que c'est de ça qu'il faut partir pour pouvoir accompagner au mieux la famille et qu'elle puisse ensuite, je vais dire, s'aider elle-même avec tous les outils, toute la mallette à outils, tout l'accompagnement qu'on lui a proposé, qu'elle puisse voilà, ensuite être autonome dans la gestion de ses besoins et à aller vers, voilà, de manière facilitée. Voilà. Un accompagnement, c'est, je vais dire, de 3 mois à 24 mois environ. L'idée, c'est pas d'accompagner 10 ans les familles, hein, c'est vraiment d'être là de manière très appuyée pendant un certain temps. Voilà, on reçoit les familles jusqu'à 2 fois par semaine en cas de besoin. Ce qui peut être assez conséquent voilà, en termes de temps. Pour vous donner une idée, on a accompagné une centaine de familles l'année dernière. Voilà. C'est en nette augmentation et on est déjà à 70 là au mois de mars. Donc, au mois de mars, on était à 70 et là, avec la reprise, on a déjà des demandes depuis lundi. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner de manière très individualisée avec les partenaires du territoire qui sont très présents. Et puis, quelquefois, de proposer des actions qu'on appelle semi-collectives parce qu'on n'a pas trouvé sur le territoire la réponse adaptée à cette situation-là particulièrement ou à des objectifs bien précis. Voilà, donc on envisage en tout cas d'augmenter le nombre des prises en charge, de travailler beaucoup sur quelque chose que moi j'aime bien qui est la persévérance scolaire, qui est un peu voilà, qui est un peu le pendant du décrochage scolaire, hein, mais qui a une connotation positive et en tout cas de comment
on se raccroche et comment on s'accroche à sa scolarité. Il y a un certain nombre d'actions qui sont en cours de développement avec les collèges notamment, hein, voilà, qui sont très attentifs à leurs élèves, à leurs difficultés, à leurs besoins, à leur accompagnement. Voilà, et puis des projets sur la question du harcèlement à l'école, qui est une problématique importante à Bagnolet et ailleurs, mais à Bagnolet aussi. Voilà pour une présentation que j'espère synthétique. Oui, Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Sans plus tarder, on va passer aux questions. Alors, moi, j'ai une première question, Julie. Enfin, j'en ai deux. Et puis, je vous propose, je les pose, mais je vous propose qu'on pose toutes les questions parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps. On pose toutes les questions. Julie, Frédéric, vous prenez des notes et puis chacun à votre tour, vous répondrez aux questions. Et si on a le temps, on fera un second round, mais on va procéder comme ça pour être sûr de pouvoir prendre un maximum de questions. Donc, Julie, pour commencer, donc déjà, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut trouver votre équipe? Et deuxième question, qui va aussi recroiser une question que je vois dans le chat de Zoom. Quel est le rôle des parents dans le dispositif d'accompagnement que vous coordonnez? Et du coup, ça me permet de lire l'une des questions. Y a-t-il un accompagnement plus spécifique pour les familles monoparentales, notamment pour la maman ou le papa seul, qui ont à faire face à une situation voilà, professionnelle de monoparentalité? Du coup, je vous donne l'autre question qui apparaît dans le chat d'un ancien délégué des élèves du Collège Travail qui est intéressé par le débat sur l'implantation du collège. Donc là, ce sera plus une question pour Frédéric. Il a compris qu'il y aurait une consultation. Il a vu qu'une partie de la majorité se prononce pour l'implantation au Rigonde. Quelle est la position de votre groupe? Voilà, sachant que parents et personnel étaient plutôt pour 2 petits collèges ou au pire le site de la briqueterie. Voilà. Et je vais te passer la parole, Clara, pour que tu lises les questions du Facebook Live. Merci Delphine et merci à Julie et Frédéric pour vos interventions. Donc, on a 2 questions. La première, c'est dans le cas des jeunes victimes de harcèlement. Donc, plutôt une question pour savoir plus sur ce que vous faites à ce niveau-là. Vous travaillez directement avec des jeunes qui commettent les harcèlements ou pour voir s'ils comprennent un peu leurs agissements ou on aimerait bien en savoir plus. Et puis, l'autre question se porte sur le budget de l'éducation. Donc, j'imagine que ça, c'est plutôt une question pour Frédéric. Donc, quelle place dans le budget global pour l'éducation dans le budget 2021? Et donc, voici les questions pour l'instant. Merci à vous. Vous voulez que je réponde d'abord et ensuite Julie? Oui, très bien. Chacun son tour. Alors, la question sur le collège travail, bah, elle est d'actualité, elle est intéressante. Je vous remercie. Le comité de pilotage, donc qui, comme je l'ai dit, rassemble les élus intéressés par la question, les services concernés, mais aussi parents d'élèves, représentants du conseil de quartier, usagers des équipements sportifs et puis enseignants. J'espère que j'oublie personne, va encore se réunir et définir le périmètre de cette consultation, etc. Donc, ce que je vous dis ce soir ne représente pas forcément ce qui sortira du comité de pilotage qui, si je me souviens bien, se réunira le 17 mai. Mais ce qui se préfigure, c'est, alors dans les options d'implantation du collège travail, le conseil départemental, sa requête, c'est, puisque c'est le conseil départemental qui a arrêté un budget de 25 millions d'euros pour la reconstruction du collège travail, il a un programme type en Seine-Saint-Denis qui est un collège 700. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura 700 élèves dedans, mais qui peut contenir jusqu'à 700 élèves, avec un cahier des charges avec un certain nombre d'exigences. Et la mission de la municipalité, c'est d'identifier un site qui permet de répondre à ce cahier des charges. Il y a eu des concertations depuis plusieurs années sur cette question. Une première hypothèse
avait été travaillé sur le site de la briqueterie, du parc des sports de la briqueterie. Ensuite, le conseil départemental avait étudié l'option de reconstruire sur place, mais avait présenté les résultats qui disaient qu'on allait se retrouver avec un collège 500, c'est-à-dire pas suffisamment de capacité, qui ne serait pas PMR, donc qui ne serait pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Et en plus, ce qui requerrait la construction d'un collège temporaire pour loger les collégiens pendant la construction, ce qui est aujourd'hui n'est pas possible. Donc, une autre option qui avait été travaillée dans la concertation à partir de 2019, c'est le site d'Hérigonde, qui avait aussi été étudié par le conseil départemental. Et pour finir, certains parents, effectivement, avaient évoqué l'idée de 2 petits collèges, mais ce qui ne répond pas à la demande du conseil départemental, et ça voudrait dire trouver deux petits fonciers aussi, ce qui est problématique pour la ville. Donc aujourd'hui, ce qui se prépare avec le comité de pilotage, c'est une consultation qui demande à la population, et la population, c'est l'ensemble de la population de plus de 16 ans résidente à Bagnolet, qu'elle soit de l'Union européenne ou pas, plus les enseignants, pour choisir si le site c'est le stade Hérigonde ou le parc des sports de la briqueterie. Voilà, donc tout ça sous réserve des décisions du comité de pilotage le 17 mai. Sur la position de Bagnolet en commun, alors effectivement, il y a un groupe de la majorité qui s'est exprimé avec une préférence. Nous, Bagnolet en commun, on a porté cette proposition de consulter la population pour prendre cette décision, puisqu'il y a 2 sites qui ont l'air de convenir tout à fait. Le chacun a évidemment des préférences, mais nous, à partir du moment où on a proposé que ce soit la démocratie qui tranche et la consultation qui tranche, on ne souhaite pas prendre position pour une des options. Ce qu'on veut, c'est que la décision soit faite le plus vite possible pour qu'enfin, on ait un collège avec des conditions d'enseignement qui soient correctes, puisque je suis un peu long, mais le problème du collège travail, c'est que ça fait des années qu'il est totalement vétuste, il pleut à l'intérieur. J'ai été parent d'élève, mon fils a été au collège travail, j'ai été délégué, j'ai été président de la FCPE au collège travail, et les conditions d'enseignement sont très très mauvaises. Malgré les travaux, travaux nombreux qui ont été fournis par le conseil départemental, on est arrivé au bout du bout de ce bâtiment, et vraiment les conditions sont catastrophiques. Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'au plus vite on puisse prendre une décision sur un projet qui soit le mieux possible. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question sur le collège travail. Sur le budget éducation, je vais essayer de faire vite parce que j'ai en 2021, on a un budget d'environ 160 000 € pour l'acquisition de mobilier et de matériel scolaire, incluant le matériel adapté pour les porteurs de handicap. Il y a, je l'avais déjà dit, 556 000 € de travaux, notamment à l'été pour la rénovation et l'entretien des bâtiments scolaires. L'acquisition pour 543 000 € du terrain situé au sein de l'opération COFIM sur Charles Grindorge pour la réalisation de la future école élémentaire de centre-ville. Un emplacement avait été réservé. Et puis, évidemment, l'opération Pêche d'Or, alors qui a un budget sur plusieurs années. Je vous ai dit que globalement, l'opération se montrait à 14 millions €. Mais ce qui est engagé sur le budget 2021, c'est 1,5 million € budgété pour le financement des études complémentaires liées à la concertation, puisqu'on a fait améliorer le projet de l'école Pêche d'Or par rapport au projet qui avait été voté en 2018 à l'unanimité du jury de concours et du conseil municipal. Et les premiers travaux de démolition des 2 classes dès 2021. Il y a une enveloppe qui est prévue de 250 000 € pour la viabilisation du terrain temporaire de la bergerie et son déménagement, et une enveloppe de 150 000 € pour la pose des modulaires dont on a besoin pour que l'école Pêche d'Or puisse continuer de fonctionner pendant la première phase de rénovation. Et enfin, oui, je ne vous parle pas des centres de vacances et de classes transplantées, mais c'est ce que j'ai noté, en tout cas dans les budgets d'investissement, en dehors des 200 000 € de la subvention de la Caisse des écoles. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette deuxième question, et donc je laisse la main à Julie pour les autres questions concernant le PRE.
Merci Frédéric. Alors, le lieu, déjà, effectivement, tout simplement, je ne l'ai pas précisé, on nous trouve à la mairie, au 4e étage, voilà, bureau 428, 429, et on laissera bien évidemment nos coordonnées. Voilà, on est joignable très facilement. Concernant le rôle des parents, je ne l'ai pas précisé également, mais il n'y a pas d'accompagnement réussite éducative sans l'adhésion au départ des parents. C'est-à-dire que toute personne qui souhaite orienter doit d'abord en parler avec la famille, vérifier qu'elle est bien d'accord. Il y a aussi des questions de confidentialité. Hein. Voilà, on ne communique pas sur les difficultés d'une famille sans vérifier qu'elle est bien d'accord pour ça. Ensuite, les familles peuvent également nous saisir. Voilà, on est là pour ça. On essaye de répondre de la meilleure des manières, en tout cas on l'espère. Et si toutefois la difficulté ne relevait pas de la réussite éducative, on accompagne de toute façon vers le bon relais. Voilà, on est vraiment sur du cas par cas, donc il faut identifier toutes les difficultés. La question des familles monoparentales, oui, il y a un accompagnement. Je ne vais pas dire qu'il est spécifique. Il est spécifique de fait, voilà, parce qu'on n'a qu'un seul parent comme interlocuteur, mais on accompagne. Voilà, on prend évidemment en considération cette dimension quand on parle de ressources de la famille pour répondre aux difficultés. C'est aussi ça. Voilà, qu'est-ce qui est possible pour la famille si on envisage un accompagnement vers un club de sport? Évidemment qu'on va prendre en considération la question financière, et là on va essayer de trouver une aide financière. La question des horaires, du déplacement, tout ça, c'est évidemment pris en compte. Donc, et ce qui me ramène au rôle des parents et à la place des parents, Delphine, c'est que évidemment les parents sont les premiers partenaires de la réussite éducative. Rien n'est mis en place sans que ça ait été vu avec eux, concerté, validé, demandé quelquefois. On n'est pas que dans la proposition pour les parents, on est vraiment dans l'échange. Tout ce qui va être proposé à l'enfant et à la famille est construit avec la famille de manière systématique. Voilà. Et puis sur la question du harcèlement, j'ai un exemple assez récent dans une classe où il y avait un petit groupe de harcelés, de harceleurs, d'enfants même qui en rajoutaient un petit peu pour faire un peu exploser la situation. On est intervenu, on a travaillé avec le collège sur une réunion de médiation parents-enfants, harcelés, harceleurs. Derrière, on a travaillé avec ces mêmes enfants dans le même groupe sur la question de la relation aux autres avec un support vidéo. On a fait 4 ateliers dans un centre social le vendredi après-midi auxquels les enfants ont participé avec le référent de parcours, la psychologue, l'objectif étant de reconstruire un petit peu la relation entre eux. Et je le dis très fièrement, ils ont très bien travaillé dans l'équipe puisque les choses se sont quand même nettement apaisées. Voilà, et on va prendre la dimension individuelle de l'enfant qui a été harcelé avec la dimension psychologique que ça peut occasionner pour lui, mais on va aussi essayer de travailler la situation dans son ensemble. Et bien souvent, un enfant qui est harceleur a lui-même déjà été harcelé. Donc, c'est aussi une dimension à prendre en compte. Voilà, j'espère que ça répond. Oui, merci beaucoup, Julie. Pour moi, c'était clair. Delphine? Oui, merci Julie, c'est très intéressant. Et puis, ce qu'on voit bien à travers votre intervention et là, la réponse à vos questions, en fait, c'est l'aspect multidimensionnel de votre travail, le cas par cas, et puis la façon dont l'individuel aussi croise du collectif. Là, vous l'avez dit, c'était très parlant
le cas de médiation entre ce groupe d'élèves et puis le collectif aussi avec les familles. Donc, c'est particulièrement parlant et intéressant. Fred, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ben, en fait, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une deuxième partie à la question concernant le collège travail, hein, à laquelle je n'ai pas répondu, qui était quelle serait votre proposition pour l'avenir du site actuel du collège travail Langevin. Alors, à ce stade, il n'y a absolument rien de décider. Ce qui a été, des choses ont été évoquées, mais il n'y a évidemment absolument rien d'arrêté. Le calendrier de reconstruction du collège n'est pas défini, puisqu'il faut, une fois qu'on a choisi le site, que le conseil départemental fasse des études de sol et ensuite qu'on fasse la programmation en concertation avec la population. Et ensuite, on verra quand est-ce que le collège sera livré. Et quand on aura une date de disponibilité de ce site, évidemment, on se posera la question de son avenir. Moi, j'ai des idées, mais à ce stade, ce ne sont que des idées. Je pense que c'est un lieu absolument magnifique qui peut devenir un lieu pour les associations, pour les arts, pour la culture, pour la danse, qui peut accueillir éventuellement même un petit parc à l'endroit de la cour qui répondrait au parc du Château de l'Étang. Mais ça, ce sont aujourd'hui uniquement mes idées personnelles qui ne sont pas représentatives de l'équipe Bagnolet en commun ou de la municipalité. Voilà, mais vos idées sont évidemment les bienvenues, mais on en est encore un peu loin. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais Delphine, tu me demandais de conclure ou d'ajouter quelque chose? Simplement, Sarah, est-ce qu'il y avait des questions? Delphine, je t'entends mal. Je pense que ton micro est caché par ça. Je peux reprendre Delphine si tu veux. Donc en gros, il y a juste peut-être, et là on peut conclure avec cette question, et puis on va passer la parole à toi Fred pour faire quelques petits mots pour la fin. Donc je pense que c'est une question plutôt pour Julie. C'est pour revenir sur la question de l'harcèlement. Est-ce qu'il y a un projet global du type campagne mis en place sur la question du harcèlement à l'école et notamment sur celle des raisons du harcèlement? Alors, sur la question du harcèlement, alors du coup, je vais quand même préciser que moi, je suis en poste depuis le mois de juin 2020. Donc, voilà, il y a pas mal de choses que j'ai encore sur la table. Donc, effectivement, là, je travaille. Alors, on travaille à plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'on réfléchit avec l'association Citeo qui a une action de médiation, notamment dans les écoles et les collèges. On réfléchit à une action plus globale de formation à la question du harcèlement à l'école, en élémentaire et au collège. Voilà, pour tout vous dire, je suis en recherche de financement actuellement. Voilà. Il y a déjà, moi j'ai travaillé longtemps sur un projet similaire où il s'agissait de former une petite cohorte d'enfants et d'adultes au sein des établissements qui soient repérés comme des relais sur la question du harcèlement et que le harcèlement soit un peu aussi, fasse un peu partie du projet d'école et qu'il y ait des animations, des débats, des échanges et des prises en considération. Du coup, là, on est encore sur de l'individuel et du collectif. Donc, on travaille à un projet comme celui-là. Et si ça vous intéresse, reprenez contact avec moi ultérieurement, mais on prépare aussi un projet qui s'appelle la mission Papy-Yagou, qui est développé par la mission de prévention des RICS du département du 93 et qui propose là aussi des actions de formation, des ateliers de sensibilisation. On s'associe avec l'APSIS, qui est également une association importante sur le territoire en matière d'accompagnement des jeunes et des difficultés, en tout cas plutôt scolaires, comportementales, pour proposer, alors du coup on ne l'a pas encore fait, donc vous avez l'information, mais on prépare le projet pour pouvoir soumettre un premier projet au collège et éventuellement aux 2 collèges, principalement sur cette question du harcèlement scolaire. Donc on essaye de le travailler au niveau un peu territorial et nous, dans le cadre de la réussite éducative, vraiment de manière plus individuelle.
Merci beaucoup, Julie. Je pense que ça a bien répondu à la question. Donc, je vous remercie et je passe la parole à Frédéric tout en gardant l'œil sur l'heure qui passe. Fred? Oui, je conclus rapidement. D'abord, pour encore vous remercier, l'idée, c'est quand même de garder le contact avec les citoyens et les citoyennes, de partager de l'information sur l'état de différentes thématiques de notre action au sein de la majorité municipale, et qu'on se confronte aux questions et des habitants, hein, puisqu'on est là au service des habitants. J'en profite encore pour remercier Julie Anquet d'être venue intervenir et d'expliquer le PRE, parce que effectivement, je pense que c'était un dispositif qui n'est pas forcément clair pour tout le monde, et donc ça apporte de l'information qui me semble essentielle. Et d'une manière générale, remercier l'engagement des services dans cette période qui est très très compliquée. Moi, je suis là encore, je suis nouvel élu, j'ai découvert une municipalité avec des services, une mairie, une administration avec des gens engagés et professionnels. Et je pense que ce travail-là doit être valorisé et reconnu, et évidemment encouragé. C'est l'action municipale des élus que nous sommes ne serait rien sans les services et sans l'administration. Voilà. Après, pour ce qui est des élus bagnolais en commun, je veux souligner qu'on a des sujets transverses, évidemment. On a parlé d'écologie, on a parlé de santé, on a parlé d'alimentation. Donc la vie scolaire, c'est certes la vie scolaire, mais tous les délégations du groupe des élus de Bagnolet en commun, mais aussi au-delà avec les autres groupes de la majorité, on a des sujets transverses et on travaille en équipe pour tout ce qui est des directions politiques. Et on essaye d'être cohérent dans notre action globale. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour conclure. Merci. Merci beaucoup, Fred. Pour rebondir sur ce que vous avez, sur ce que tu as dit, effectivement, on essaie de traiter tous les sujets les sujets qu'on estime primordiaux, d'une manière transversale. Et pour ce faire, on souhaiterait prévoir plusieurs webinaires avec vous dans le futur, des dates à déterminer, mais sur des thématiques différentes. Donc, nous, on vise surtout un webinaire sur l'écologie dans notre ville. Également, la place des jeunes à Bagnolet. Et on reste ouvert également à d'autres sujets qui vous intéresseraient. Donc, n'hésitez pas, je vais laisser notre adresse mail dans le chat. Je vais aussi dire à vive voix pour ceux et celles qui écoutent mais qui ne peuvent pas regarder le chat, c'est bagnoletencommun@gmail.com. On serait ravis de vous lire si vous avez des questions ou des commentaires sur comment ça s'est passé ce webinaire ce soir. Et également, si vous souhaiterez voir un thématique ou un sujet en particulier à être traité dans les prochains rendez-vous Béco. On serait heureux de vous lire. Également, je vous invite à rester connecté à tout ce qui se passe avec Bagnolet en commun sur notre site web bagnoletencommun.fr, sur notre page Facebook Bagnolet en commun. On est aussi sur Instagram. On a une newsletter, comme j'ai dit tout au début. Donc, n'hésitez pas à nous connecter, à se connecter avec nous, à nous laisser un message. Et merci surtout pour votre participation ce soir. Et encore une fois, merci à Julie Anquet, Frédéric Gabin et Delphine Lecombe d'avoir assisté et d'avoir participé, animé à cette discussion très riche. Et à bientôt. Merci à tous, merci à toutes, merci Clara, à très bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous.